Ainsi, lorsque je vous en parle, comprenez que cette diaspora, aujourd'hui en Amérique, est composée de citoyens américains, et bien que je défende la liberté d'expression, il faut voir qu'ils adhèrent à l'idéologie bandériste. Pas loin d'ici, à Ellenville, New York, se trouve un camp où chaque été sont organisées 2 ou 3 sessions pendant lesquelles des centaines de jeunes enfants ukraino-américains participent à des activités. Ils enfilent leurs uniformes bruns, puis finissent par défiler à la torche, brandissant des portraits de Stepan Bandera. Ils chantent « Stepan Bandera est notre père ». Ils disposent d'un monument appelé la colline des héros, où sont honorés Bandera, Roman Shukevich, l'un des pires criminels de l'histoire, un meurtrier de masse, ainsi que d'autres figures idéologiques du mouvement bandériste. Ces Américains vénèrent un nazi, un homme qui a tué des dizaines de milliers de Juifs, des centaines de milliers de Polonais et des centaines de milliers de Russes. Bon, Zelensky semble être dans une situation vraiment critique en ce moment. Clairement, il a pris la grosse tête. Il est allé à la Maison-Blanche, tout s'est joué là-bas. Ensuite, il repart, il enlace Keir Starmer. Maintenant, ce qu'on entend, c'est que l'équipe de Trump discute avec d'autres personnes pour envisager qui pourrait être le prochain dirigeant de l'Ukraine. Et quand on regarde l'histoire des États-Unis et de ces dirigeants marionnettes, ça n'annonce rien de bon pour Zelensky. Qu'en pensez-vous, Scott Ritter? Eh bien, encore une fois, je pense qu'il faut remettre cela dans un contexte plus large. Marco Rubio, le secrétaire d'État, vient d'admettre ouvertement que les États-Unis sont engagés dans une guerre par procuration contre la Russie. Je vais le répéter pour que tout le monde comprenne bien. Les États-Unis d'Amérique sont en guerre par procuration contre la Russie. Une puissance nucléaire est en guerre par procuration contre une autre puissance nucléaire. Et cette guerre a été provoquée par l'administration Biden, mais elle découle de décennies de politique visant à affaiblir stratégiquement la Russie. Aujourd'hui, on est arrivé à un point critique. Si on laisse ce conflit suivre son cours naturel, cela aboutira à une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, et nous mourrons tous. Heureusement, nous avons un président qui a dit « Je ne veux pas ça. Ce n'est pas la direction que je souhaite prendre. » Il n'y a aucune raison pour que nous affrontions la Russie. Tout cela n'est qu'un non-sens fabriqué par le complexe militaro-industriel et le Congrès, qui ont besoin de conflits pour justifier les dépenses des contribuables. C'est un cercle vicieux, une machine infernale qui ne sert qu'à se perpétuer elle-même. Et au bout du compte, elle ne produit rien de bon. Mais on continue à l'entretenir jusqu'à ce qu'on atteigne le point critique et qu'on explose. L'élément clé, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes en état de guerre avec la Russie. Ce qui signifie que nous devons mettre fin à ce conflit d'une manière acceptable pour la Russie. La Russie ne va pas se rendre. Elle mène ce combat parce qu'il s'agit pour elle d'une question existentielle. La Russie a déjà énoncé plusieurs exigences non négociables. Elles peuvent être formulées de manière large, mais elles restent incontournables. Pas d'adhésion à l'OTAN. On a vu l'administration Trump reconnaître cela. Elle est même allée plus loin en admettant que c'est l'expansion de l'OTAN en Ukraine qui a déclenché ce conflit. L'administration Trump a également reconnu que la Russie a des intérêts légitimes en matière de sécurité nationale en Ukraine et que ces intérêts doivent être respectés. La Russie exige également une démilitarisation totale. Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucune présence de l'OTAN en Ukraine, aucun soldat, aucune influence, rien du tout. Lavrov a encore réaffirmé cela aujourd'hui. Il n'y aura aucun casque bleu de l'OTAN ou présence militaire en Ukraine. Si quelqu'un s'aventure là-bas, il sera traité comme un ennemi. Autre point crucial, la dénazification. Un terme qui peut sembler flou, mais dont la signification est très claire, puisque les Russes l'ont détaillé dans le communiqué d'Istanbul. Il s'agit d'un changement fondamental dans la constitution ukrainienne. Une nouvelle constitution devra être rédigée. Interdiction des partis nationalistes. Rendre illégal le culte de Bandera. Protéger les droits de la population russophone ainsi que sa religion.
Le gouvernement Zelensky et les nationalistes ukrainiens ont attaqué l'Église orthodoxe ukrainienne, persécuté les russophones, détruit des monuments de la culture russe, et pas seulement des monuments soviétiques, qui sont pourtant d'une importance capitale pour le peuple russe. Voir l'Ukraine détruire des mémoriaux dédiés à l'armée rouge, celle qui a vaincu l'Allemagne nazie au prix de 27 millions de vies russes, est un affront majeur. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils s'en prennent aussi au patrimoine historique russe, comme la fameuse statue de Catherine la Grande à Odessa, récemment déboulonnée. Tout cela doit cesser. La question est, comment y parvenir? Zelensky vient de faire volte-face une fois de plus. Il refuse de signer l'accord, il insulte le secrétaire au Trésor. Puis il change d'avis, s'envole pour Washington pour le signer. Mais tout explose à la Maison-Blanche. Il repart, on lui ordonne de s'excuser, il s'apprête à le faire, envoie une lettre à Trump. Trump lit cette lettre en direct à la télévision, et là, Zelensky change encore d'avis. Au diable cette lettre, je n'ai rien à m'excuser. Et aujourd'hui, il rencontre les Européens pour discuter de la manière de prolonger indéfiniment la guerre contre la Russie. Donc, si Marco Rubio dit que les États-Unis sont dans une guerre par procuration contre la Russie, que cette guerre doit prendre fin, et que l'Ukraine est l'intermédiaire dans ce conflit, alors Zelensky est un problème. Et ce problème ne disparaîtra pas tant qu'il sera en place. Zelensky joue un jeu stupide qui ne fait qu'aggraver la situation. Il est fini. Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un accord universel entre Trump, l'administration Trump et les Russes sur un point. Les élections signifient des choses différentes selon les contextes. Il y a peut-être des gens dans l'administration Trump qui pensent qu'une élection pourrait donner du pouvoir à des figures comme Poroshenko, l'ancien président, ou Tymoshenko, une autre ancienne présidente. Du point de vue russe, cela ne résout rien. Poroshenko, c'est celui qui a menti à propos de Mendemenko, et c'est un nationaliste. Les Russes veulent des élections, mais ils ont leur propre candidat, Medvedchuk, l'ancien homme politique ukrainien qui a été arrêté, battu, torturé, puis échangé contre les nazis d'Azov capturés à Mariupol. Il est actuellement en Russie et dirige un gouvernement ukrainien en exil. L'un des grands enjeux des semaines et mois à venir sera donc 1. Obtenir la tenue d'élections en Ukraine. C'est inévitable. Cela arrivera. 2. Faire en sorte que ces élections produisent le résultat dont la Russie a besoin pour garantir une paix durable. La Russie ne permettra pas la continuation d'un gouvernement ukrainien impliqué dans le mensonge, la manipulation et l'escalade de cette guerre. Cette guerre doit se terminer. Et je pense que les États-Unis sont d'accord sur ce point. Mais pour y parvenir, il faut résoudre tous les problèmes. Et pour résoudre les problèmes de l'Ukraine, il ne peut plus y avoir de nationalistes ukrainiens ou de personnes liées aux nationalistes et au passé au pouvoir. L'Ukraine a besoin d'un nouveau gouvernement pro-russe, dénazifier le pays, démilitariser le pays. Je lis maintenant qu'il y a quoi? 240 000 réfugiés ukrainiens aux États-Unis. Trump va mettre fin à leur statut légal, ce qui veut dire, j'imagine, qu'ils vont devoir partir. Il me semble que maintenant, l'équipe Trump s'en prend à la mauvaise personne. Il va continuer à frapper tous les 2 jours. Il va leur retirer le tapis sous les pieds encore et encore. À chaque fois, l'équipe Trump va faire un nouveau coup. J'entends des rumeurs. Il pourrait ouvrir RT. Je ne sais pas. Mais il y a plein de rumeurs qui circulent. Ils envisagent de lever certaines sanctions contre la Russie, etc. Il me semble qu'après ce qui s'est passé, l'équipe Trump est sur une trajectoire bien précise. Et cette trajectoire, c'est tous les quelques jours, ils vont faire un nouveau coup. Si vous ne comprenez pas le message, ils feront autre chose. Si vous ne comprenez toujours pas, ils continueront. C'est comme ça que je le vois. Ces réfugiés ukrainiens, ils sont là.
Et voici ce qu'il faut comprendre à ce sujet. L'autre jour, il y avait un groupe d'Ukrainiens devant la Maison-Blanche en train de protester. Caleb Maupin et moi en avons parlé. Il était là, vous avez peut-être vu la vidéo. Il manifestait en faveur de Trump et Zelensky, avec des pancartes. Il y avait un Américain avec qui il se disputait. Je ne sais pas si Trump en a eu vent, mais je pense qu'ils vont rentrer en Ukraine. Cette semaine, j'ai interviewé un historien ukrainien ainsi qu'une personne des médias spécialisés dans l'histoire du mouvement bandériste et du nationalisme ukrainien, etc. Il m'a dit que, parce que nous parlions de l'histoire des liens entre les États-Unis et les bandéristes, il est clair que la CIA a financé l'organisation des nationalistes ukrainiens et leur aile militaire de 1945 jusqu'au milieu des années 1950. Puis, après que les Soviétiques ont écrasé cette insurrection, nous avons continué à financer l'organisation des nationalistes ukrainiens jusqu'en 1990. Il s'agissait d'un financement direct de la CIA. L'objectif était d'armer ces nationalistes pour créer un mouvement en Ukraine qui affaiblirait l'Union soviétique, puis plus tard la Russie. Ce qui est moins connu. Et même s'il y a une reconnaissance générale de l'implication de la CIA dans la révolution orange de 2004-2005 et dans le Maïdan de 2014, c'est ce qui s'est passé entre la fin du financement officiel de la CIA pour l'organisation des nationalistes ukrainiens et la révolution orange. Une période intermédiaire durant laquelle, selon cet historien, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez des nationalistes ukrainiens en diaspora. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers d'Ukrainiens bandéristes ont fui l'Ukraine. Ils ont été placés dans des camps appelés camps de déplacés internes, IDP, c'est-à-dire des camps pour personnes déplacées. Ils sont restés dans ces camps pendant 4 ou 5 ans. Vers 1950, la décision a été prise de les faire partir. Mais ces camps étaient devenus de véritables bastions bandéristes. Des témoignages de gardes américains racontent que chaque matin, ils trouvaient des cadavres. Ces corps appartenaient à des personnes exécutées par les bandéristes. Dans ces camps, le ménage consistait à éliminer toute opposition politique au mouvement bandériste. Les corps étaient enlevés sans poser de questions, sans enquête. Ce n'était pas notre problème. Ces camps sont donc devenus des foyers de l'idéologie bandériste. Puis, dans les années 1950, on les a dispersés, principalement vers les États-Unis, où ils se sont intégrés dans les diasporas ukrainiennes existantes, et vers le Canada, où le processus fut similaire. Ces personnes, très organisées et pratiquant l'intimidation, ont fini par prendre le contrôle du mouvement de la diaspora. Ainsi, la diaspora ukrainienne aux États-Unis est devenue une organisation bandériste. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est du 100%, sans exception. Ils soutiennent Bandera. L'historien m'a également confié que l'USAID a financé, dans les années 1990, des voyages permettant d'emmener des influenceurs ukrainiens aux États-Unis. À leur arrivée, ils étaient accueillis par une délégation et chacun d'eux se voyait assigné, tel une ombre, un bandériste de la diaspora. Ils étaient ensuite conduits à la Maison-Blanche, au Pentagone, au département d'État. On leur offrait des repas, du vin, et on leur expliquait que tout ce qu'ils faisaient en Ukraine devait s'aligner sur les objectifs des bandéristes et du gouvernement américain. En clair, les États-Unis ont réimplanté l'idéologie bandériste en Ukraine, alors qu'elle avait été en grande partie réprimée et confinée aux régions occidentales. Mais ce que cet homme m'a dit, c'est qu'il vient de Kharkov. Et vous savez, le bataillon Azov ne vient pas de Lviv. Il vient de Kharkov. Ce ne sont pas des Ukrainiens de l'Ouest, mais des Ukrainiens de l'Est qui ont été radicalisés. L'outil de cette radicalisation fut cette idéologie réintroduite en Ukraine par l'USAID.
Ainsi, lorsque je vous en parle, comprenez que cette diaspora, aujourd'hui en Amérique, est composée de citoyens américains, et bien que je défende la liberté d'expression, il faut voir qu'ils adhèrent à l'idéologie bandériste. Pas loin d'ici, à Ellenville, New York, se trouve un camp où chaque été sont organisées 2 ou 3 sessions pendant lesquelles des centaines de jeunes enfants ukraino-américains participent à des activités. Ils enfilent leurs uniformes bruns, puis finissent par défiler à la torche, brandissant des portraits de Stepan Bandera. Ils chantent « Stepan Bandera est notre père ». Ils disposent d'un monument appelé la Colline des Héros, où sont honorés Bandera, Roman Shukevich, l'un des pires criminels de l'histoire, un meurtrier de masse, ainsi que d'autres figures idéologiques du mouvement bandériste. Ces Américains vénèrent un nazi, un homme qui a tué des dizaines de milliers de Juifs, des centaines de milliers de Polonais et des centaines de milliers de Russes. Et pourtant, non seulement ils sont ici, mais ils ne représentent pas une minorité marginale. Ce sont eux qui, aujourd'hui, contrôlent la politique américaine envers l'Ukraine. N'importe qui a la politique ukrainienne dans sa biographie ces dernières décennies est un bandériste. Que ce soit Victoria Nuland, Vindman ou n'importe qui d'autre, ils sont tous bandéristes. Parce que tu ne peux pas entrer dans ce cercle sans passer par la diaspora. C'est la réalité. Et maintenant, ils ont créé cette idéologie. Récemment, la 75e brigade aéroportée, une unité d'élite des forces armées ukrainiennes, a déclaré que les États-Unis allaient payer le prix de ce qu'ils ont fait à l'Ukraine et qu'ils allaient mobiliser la diaspora ukrainienne pour punir l'Amérique. Alors, on peut les appeler des Américains, ces Ukrainiens bandéristes. Mais quand on regarde bien, ils passent tous par ces camps PLAST, le programme de scoutisme ukrainien. C'est un programme de lavage de cerveau à 100% basé sur l'idéologie bandériste. Ils y entrent, ils suivent toutes les valeurs classiques du scoutisme, communauté, honneur, confiance, etc. Et puis au numéro 8, on arrive à loyauté et discipline absolue et adhésion totale au mouvement. Attends une minute, absolu? C'est plus absolu que la Constitution américaine. Est-ce que ces gens sont loyaux envers l'Amérique ou envers Bandera? On connaît la réponse. Ils sont loyaux envers Bandera à 100%. Maintenant, on nous dit qu'ils vont lancer des attaques. C'est peut-être dit sur un ton ironique, mais la North Atlantic Fucking Organization, sur Internet en ce moment, dit « Faites des stocks de pneus ». On sait ce que ça veut dire. Créer des barricades. Faites des stocks de pneus. Nous avons la recette des cocktails Molotov, et allons-y. On nous a maintenant dit, par l'armée ukrainienne et par les partisans du mouvement ukrainien, qu'ils allaient militariser la diaspora ukraino-américaine pour commettre des actes de terrorisme aux États-Unis, afin de punir l'Amérique pour ses décisions concernant l'Ukraine. Et maintenant, nous avons 240 000 réfugiés ukrainiens qui sont venus en Amérique. Je peux garantir que cette manifestation, qui a eu lieu à New York et à Washington, D.C., a été organisée par le mouvement bandériste. L'organisation des nationalistes ukrainiens était là. Les camps de scoutisme étaient là. Ces gens ne l'ont pas fait parce qu'ils croient en la démocratie. Ils l'ont fait parce qu'ils obéissent aveuglément aux ordres de l'organisation. Ce sont des nazis, les pires individus au monde. Et maintenant, ils sont là et ils vont commettre des actes de terrorisme contre les États-Unis. Ça devrait être l'une des principales priorités du FBI, éliminer cette menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur et réduire leur nombre. Il y a 240 000 ennemis des États-Unis ici qu'on appelle des réfugiés ukrainiens. On ne veut pas d'eux ici. Ils doivent rentrer chez eux et reconstruire leur vie. Mais la guerre qui les a amenés ici, nous voulons y mettre fin. Nous voulons la paix. Ils devraient vouloir la paix aussi. Certains disent qu'on les expulse, qu'on les renvoie dans un pays en guerre. Paul Rikoff, que j'ai appris à mépriser, ce type qui prétend être un vétéran pro-paix, un vétéran de l'Irak qui dit
Oh, la guerre, c'est horrible. Il faut protéger les vétérans. Mais qui en même temps militent pour prolonger la guerre en Ukraine, même après plus d'1 million de morts. Quel hypocrite. Lui, il dit qu'on ne peut pas les renvoyer parce que ce serait les envoyer dans un pays en guerre. Non, on veut la paix. Ils devraient vouloir la paix aussi. On les renvoie pour qu'ils vivent en paix. Si nous voulons la paix et qu'eux veulent la guerre et qu'ils restent ici aux États-Unis, tout en étant utilisés par les bellicistes ukrainiens pour punir l'Amérique, alors ils deviennent des ennemis de l'Amérique.